Du coup, sur la peur, comment apaiser un chien? Parce que là, il y a un grand débat. On peut caresser, on peut pas caresser. On donne des bonbons, on donne pas de bonbons. Faut être neutre, faut fuir, faut aller dans la situation. Toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Moi, globalement, je pars du principe que pour régler un problème, il faut le créer et le provoquer. Ok, pas à l'extrême, mais si, pour reprendre l'exemple de... T'as combien? Un ou deux chiens? Deux chiens, Ok. deux Pour malinois. reprendre l'exemple de tes chiens. Par exemple, s'ils ont peur ou ils sont pas à l'aise dans un contexte donné, ça peut être télésiège, ça peut être n'importe quoi, quelque chose qui est nouveau. Si on veut que ça aille mieux, bah, il n'y a aucun monde dans lequel en n'y allant pas, ça ira mieux. Ça, c'est la base et je pense que globalement, personne peut trop débattre là-dessus, même s'il y a plein de méthodes où on veut éviter. Donc pour moi, il faut confronter à la situation. Maintenant, il faut confronter de manière intelligente. S'il y a un seul signal que tu devrais choisir et que tu aimerais que tous les propriétaires de chiens le connaissent, ça serait lequel? Pour moi, un signal qui est assez révélateur, même s'il y en a énormément, donc c'est difficile d'en choisir un, mais je dirais un chien qui détourne le regard sur de l'approche ou sur du contact, c'est quand même assez révélateur. Souvent, on peut penser qu'un chien qui vient, qu'on va aborder, par exemple, je pense souvent des enfants qui vont venir caresser des chiens, où là, il peut y avoir un vrai gros problème de lecture, souvent où le chien va détourner ou éviter, bah, en fait, on va revenir à la charge parce qu'on n'a pas compris. Qu'est-ce que tu utilises? Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que c'est quelque chose de simple ou de complexe? Alors, pour moi, la marche en laisse, ça peut être quelque chose. Je pars pas du principe que ce soit difficile à apprendre pour un chien, mais je pense que l'erreur majeure qui fait que 90% des propriétaires de chiens ont un chien qui tire en laisse, c'est le problème de cohérence. C'est-à-dire, vu que notre chien, 90% du temps, il va être en laisse, pour la majorité des propriétaires de chiens, encore une fois, bah souvent, on peut avoir, en tant que propriétaire de chien, le fait de se dire, bon bah là, c'est le matin, il va faire ses besoins, c'est ok, il peut tirer. Là, le soir, je laisse, mais au bout d'un quart d'heure de balade, bon, bah là, c'est trop, j'en ai marre, du coup, je reprends, je sanctionne et j'interviens. Et après, c'est bon, je dis plus grand-chose. Donc, il y a un vrai problème de cohérence, qu'à certains moments, on laisse tirer, qu'à certains moments, on laisse pas tirer, et qu'il n'y a pas vraiment d'ordre de dans quel contexte on est strict, dans quel contexte on n'est pas strict sur la marche en laisse. Donc, pour moi, le plus gros problème, c'est le manque de cohérence. Comment tu vas faire si ton propriétaire te contacte alors que le chien a 8 mois et qu'il commence en fait à faire des dégâts en absence? Des dégâts aléatoires, pas forcément liés à l'anxiété de séparation, mais c'est plus en fait de la mauvaise gestion, de l'ennui et surtout des dégâts conscients, ce que j'appelle moi des dégâts conscients, c'est-à-dire qu'il va dans la poubelle, il s'est régalé. Maintenant, pour le déconditionner, à part enlever la poubelle, ça va être compliqué, ou retourner le pot de fleurs, etc. Donc comment tu fais pour gérer ce genre de cas? Je vais vraiment chercher effectivement à traiter l'origine du problème avant tout. Ça veut dire que est-ce que j'ai un chien qui est suffisamment stimulé de manière générale, physiquement, mentalement, etc. Puisque un chien dont les besoins sont bien comblés, normalement, aura pas trop tendance à faire des bêtises. Donc ça, je vais regarder. Deux, je vais regarder quel cadre est mis en place au quotidien en présence des maîtres. Si déjà, dès qu'ils sont en train de prendre l'apéro, le chien il est en train de venir manger dans l'assiette presque, c'est aussi un problème lié au cadre et lié à de l'apprentissage. Aujourd'hui, donc on parle depuis tout à l'heure, tu nous dis il y a plein de façons de faire, il n'y a pas une vérité absolue, etc. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui du monde de l'éducation canine? Il y a quand même, en fait, je trouve des extrêmes qui se créent. Qu'est-ce que tu penses un petit peu de tout ça? Hmm. Bah, je suis pas un grand fan des extrêmes, moi, de manière générale. Que ce soit, je vais pas parler de politique, Ouais. mais voilà, que ce soit en politique, que ce soit dans la vie, que ce soit en éducation canine, que ce soit en tout, je trouve pas que les extrêmes ce soit bien, parce qu'en fait, être extrême, ça veut dire on n'a qu'une vision des choses, mais qui est pas forcément adaptée selon tous les cas, selon toutes les situations et selon tous les chiens. Donc je suis ni un grand fan du 100% positif, très pas de sanctions, que de l'évitement, détournement, pas de stress, etc. Ou bien sûr, on respecte énormément le chien et on est pour le bien-être animal et il vaut mieux ça et encore. Et je préfère ça que des méthodes coercitives à outrance comme il existait. Mais le problème, c'est qu'avant, il n'y avait que les méthodes coercitives. Donc il y a un autre extrême qui est apparu. Et moi, je suis plus dans la méthode sensée. Normal. Ouais. La méthode sensée. Hein. Du coup, si tu devais donner un conseil à un éducateur qui démarre aujourd'hui, ça serait quoi? Forme-toi, forcément. Un cassette ne suffit pas. Ouais, c'est clair. Voilà, ça c'est quelque chose qui est déjà important. Et forme-toi auprès de personnes qui
non seulement te paraissent crédibles sur les méthodes et sur le discours, bien évidemment, il faut que ce soit quelque chose en accord avec toi, et forme-toi, si ton objectif c'est d'en vivre, si c'est d'aller en refuge, c'est complètement ok, et là c'est différent, mais si ton objectif c'est d'en vivre et c'est de te reconvertir réellement, forme-toi auprès de quelqu'un qui a les résultats que tu veux avoir. Ok, il y a beaucoup de professionnels qui vont t'apprendre à développer une activité, ils n'ont pas vraiment développé, ou ils sont pas vraiment où ils sont plus sur le terrain. Tu as aussi plein de formateurs qui sont plus du tout sur le terrain, et donc leur modèle économique, c'est pas d'avoir des particuliers, mais c'est d'avoir des professionnels qui viennent se former. Donc pour moi, ce serait quand même important d'avoir quelqu'un qui est encore ancré, qui fait encore du terrain, et qui est encore à jour des méthodes, et qui pratique encore réellement. On va faire un petit jeu du coup. Le meilleur et le pire. Tout simplement, je te donne un thème et tu me donnes le meilleur et le pire de ce thème. Le meilleur et le pire éducateur canin. Alors, t'es pas obligé de dire le pire si tu veux. Faut que je donne des noms. Ah, tu donnes ou des noms ou tu donnes une mouvance si tu veux. Tu donnes une Ouais. mouvance si tu veux pas donner des noms. Bah, le meilleur, tu peux le donner, mais peut-être pas le pire. Je les ai pas tous faits, donc c'est difficile de dire le meilleur, mais je vais donner effectivement des mouvances, parce que si je dis le pire, je vais pas me faire... et en plus, je les connais pas tous. Bien sûr. Pour moi, le meilleur, c'est quelqu'un qui sait se remettre en cause, se former en permanence, et qui n'est pas, dans sa tête, celui qui a déjà tout vu, tout connu, et qui sait déjà tout. Celui qui arrête de se former parce que dans sa tête, il a suffisamment d'expérience, suffisamment de chiens, bah, malheureusement, c'est pour moi pas le... C'est pas le bon. Donc pour moi, le meilleur, c'est celui-là. C'est celui qui est humble, qui sait se remettre en cause, qui sait aussi adapter ses méthodes selon le contexte et la situation. Et le pire, celui qui est enfermé dans une méthode, quelle qu'elle soit. De dire, Je soit suis moi c'est, d'accord. je sais rien, que du positif, que du coercitif. Il y a un protocole et c'est toujours le même. Je pense que c'est ça le meilleur et le pire. Et le pire, sûrement, il ne prend pas en compte non plus le client. C'est-à-dire, lui, il veut avoir affaire qu'au chien, il agit que sur le chien et il n'intègre pas le propriétaire de chien. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast dédié au monde canin. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Lucas Vabre de Cani Time. Formé par Vincent Marchal, Lucas a choisi dès 2020 de se lancer en créant son entreprise avec une double mission. Aider les particuliers à mieux comprendre et éduquer leurs chiens, mais aussi accompagner les éducateurs canins dans le développement de leur activité. Ensemble, on va revenir sur son parcours, ses choix, sa vision et partager des conseils utiles pour tous ceux qui s'intéressent à leur relation homme-chien. Ça va, je me suis pas trompé? Impeccable. Bonjour Gaëtan et bonjour à tous. Alors pourquoi avoir choisi Vincent Marchal comme formateur? Alors, moi sur le parcours, moi je viens de la gendarmerie, j'avais eu l'opportunité de me former sur une formation en ligne, j'y connaissais pas grand-chose au début, qui était l'IFSA, l'équivalent du CEF, où j'avais plein de livres et plein de formations théoriques et où je devais se faire des stages à côté. Donc ça, c'est ma première vraie formation initiale, sauf que je me suis rendu compte que ça me suffisait pas pour avoir des vraies clés sur tout ce qui était problématique de comportement. Donc après, j'ai fait pas mal de stages, pas mal de formations à droite à gauche. Et effectivement, là où j'ai été le mieux formé et le mieux accompagné, c'est par Vincent Marchal. Donc au tout début 2020, il n'était pas aussi gros, donc fondateur des Bugs, il n'était pas aussi gros que ce qu'il est aujourd'hui. Mais pour moi, c'était une référence et ça reste une référence dans le milieu de l'éducation canine. Après, il y en a qui l'aiment, il y en a qui l'aiment pas. C'est voilà, c'est comme peu importe. En tout cas, dans le milieu du chien, c'est quelqu'un qui reste quand même très bon dans les connaissances et dans les compétences qu'il a. J'ai aussi su qu'il avait été formé par Joseph Ortega, qui lui est quand même un monsieur, c'est un des premiers qui a monté un chien en Ring 3 sur de la méthode naturelle, donc il avait été aussi formé par là-bas et j'avais déjà lu pas mal de livres de Joseph Ortega, qui est quand même un monsieur dans ce domaine-là. Donc c'était aussi pour toute cette méthode-là que j'ai choisi d'aller me former là-bas et d'avoir voilà, l'opportunité de grandir à ses côtés sur les premières années de mes débuts. Parce que c'est vrai qu'il n'a pas forcément une réputation très bonne, parce qu'il a mis plein de vidéos sans filtre, on va dire, hein, par rapport à d'autres qui filtrent beaucoup. Toi, qu'est-ce que tu gardes comme souvenir de sa personnalité, de qui il est, pour mettre les choses au clair? Parce que c'est toujours facile de faire des on-dit, mais toi, t'as vécu les choses, tu étais dans le réel, et ça m'intéresse. Moi, honnêtement, c'est quelqu'un qui, dans le chien, est excellent. Okay, que ce soit en termes de lecture, que ce soit en termes de remise en cause, etc. C'est vraiment quelqu'un qui est très bon. C'est quelqu'un qui a quand même pas mal évolué
sur les méthodes, il a été formé, et ça il le cache pas, hein. À l'origine, au tout début, lui, je crois qu'il s'est formé au début des années 2010, si je dis pas de bêtises, même peut-être un petit peu avant, où à l'époque, les premières formations, bah, c'était des méthodes traditionnelles, il y avait quasiment que ça qui existait, mais il a quand même un panel, et c'est ça que j'ai trouvé aussi intéressant, de champs d'intervention de partout. Ça veut dire qu'il peut aussi bien avoir été formé et avoir regardé des formations avec César Milan que sur du Catherine Collignon, sur la méthode vraiment positive. Donc il a vraiment un spectre d'intervention qui est très différent. Maintenant, c'est comme tout sur les réseaux, c'est facile de faire fuiter des images, etc. Après, je ne dis pas que je suis en accord à 100% avec tout ce qui est fait, mais je dis qu'en termes de lecture du chien, en termes de capacité d'apprentissage, de coaching, d'influence, d'impact, etc., c'est quand même quelqu'un qui est bon. Mine de rien, si on parle de lui, c'est qu'il a quand même su faire quelque chose de fort dans son domaine, et c'est quelqu'un qui est bien, voilà, qui a certes une grosse notoriété. Je pense que comme toute personne qui développe vraiment, il y aura des critiques. Si tu regardes, je sais que tu as reçu Daniel Ergot, je crois, si j'écorche pas son nom, de Werwolf K9 notamment. Bah, tu vois, c'est comme toutes ces personnes-là, même Esprit Dog, Tony Silvas, etc. Il y en a qui vont adorer, il y en a qui vont critiquer. Donc voilà, moi je trouve que c'est quelqu'un qui, dans le chien en tout cas, est très bon. Après, d'un point de vue management, méthode, etc., chacun peut dire ce qu'il veut, mais ça reste quand même quelqu'un de très bon et d'excellent sur le terrain. Parce qu'effectivement, il y a une vision qui est différente entre le voir sur des vidéos ou avoir des extraits et pouvoir côtoyer, mettre en place un protocole concret pour faire évoluer des chiens. Et ce qui m'a aussi pas mal attiré, bah, c'est qu'il avait quand même une capacité à régler des cas vraiment difficiles. Ok, et est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu utilises encore pleinement sa méthode ou est-ce que tu l'as vraiment adapté, fait évoluer avec ton expérience, avec ce que tu as vécu? Alors, j'ai une base quand même, ça veut dire que je suis d'accord sur le discours de on n'est pas extrémiste ni dans un sens ni dans l'autre, ok. Ça veut dire qu'on n'est pas sur 100% pas de sanctions, pas d'interdiction, et ni 100% sur du coercitif ou quoi que ce soit. Donc, cette posture-là, je trouve qu'elle est bonne. Maintenant, j'ai forcément fait évoluer avec l'expérience, avec les échanges, avec les différentes formations, et puis personnes que j'ai pu côtoyer et cas que j'ai pu aussi avoir en séance. Donc, il y a une base quand même, mais j'ai fait évoluer les choses forcément. Ok, super. Et si tu devais transmettre à un de tes élèves une chose, la chose que tu as appris là-bas, ça serait quoi? S'adapter au client et s'adapter au profil du chien. Ça veut dire que c'est bien d'avoir une méthode, mais qu'en vrai, une méthode peut marcher dans un contexte, peut marcher sur un chien et peut marcher sur un client ou un propriétaire de chien qu'on va accompagner, mais peut ne pas marcher dans un autre cas. Donc vraiment, l'adaptabilité par rapport à la situation, au contexte et même à l'évolution du chien. Je pense que c'est quelque chose qui est clé. Ouais, je suis d'accord, exactement. Est-ce que, justement, en parlant du chien, est-ce qu'il y a un chien qui t'a marqué aujourd'hui? On l'a tous en tant qu'éducateur, je pense, que ce soit positivement ou négativement. Quel est ce chien? Pourquoi il t'a marqué? Hmm. Il y en a eu pas mal qui ont pu me marquer. Moi, j'ai un cas, puisqu'on parlait de la formation, et je pense que c'est un cas qui m'a fait extrêmement évoluer à l'époque où j'étais notamment là-bas où je m'étais formé. C'est que moi, le premier cas vraiment difficile que j'ai eu agressif, c'était un dalmatien, il s'appelait Obélix. Et en fait, il était donc sourd, donc en fait un petit peu déstabilisé. Je me rappelle, c'est un cas en plus où on lui met la muselière parce qu'on sait qu'il peut être vraiment dangereux et avec la muselière, il se passe absolument rien. Et donc, on est obligé de démuseler. Et dès qu'on démuselle, en fait, on n'a plus du tout le même chien au bout de la laisse. Et ça, c'est un cas quand même qui m'avait marqué parce que c'était au tout début de ma formation et de mon apprentissage. Et en fait, on s'était rendu compte que sur les méthodes, il n'y avait pas grand-chose qui était efficace, que c'était un chien, on pouvait reprendre les comportements, interdire des comportements. Il n'y avait pas grand-chose qui fonctionnait. Et là où j'avais eu une révélation à cette époque-là, puisque j'étais pas aussi mature sur la compréhension des choses qu'aujourd'hui, c'était que les dépenses, c'était un levier qui était extrêmement puissant. Donc je me rappelle qu'on commençait pas mal de séances en lui faisant faire du vélo avant. On était même allé au marché faire du vélo avec ce chien-là. Parce qu'il y a un concept qui est clé, qui a été notamment mis en avant aussi par César Milan, qui le fait pas mal, qui est de dire que pour accéder à l'esprit d'un chien, il faut en enlever l'énergie du corps. Et lui, il sait ce qu'il fait pas mal aux États-Unis. Même encore une fois, il peut être très Hmm. critiqué, mais il y a des choses qui sont à prendre. Où lui, il a pas mal de tapis de course pour des chiens qui sont extrêmement difficiles à La approcher piscine parce aussi, il qu'il fait la peut être piscine. molosse, la piscine aussi.
effectivement, même si la piscine, il y en a qui discutent comme tout, parce que le chien il peut être Hmm. en panique. Bon, bref, on peut discuter de tout le temps. Néanmoins, moi, ma vision, c'est d'aller prendre des bribes de méthodes et de choses qui peuvent être intéressantes selon les cas et selon les profils, aussi bien sur du 100% positif que sur des méthodes autres. Et puis, tu vois, César Milan, ce qui est quand même fou, c'est qu'il est capable de faire cohabiter tout type d'animaux. C'est quand même incroyable quand tu le vois se Ouais, balader où il est capable de faire. Tu peux avoir des poules, un molosse, un lama. C'est quand même incroyable ce qu'il fait, hein, mine de rien. Donc, j'adore. c'est fou en termes d'apprentissage. Oui, c'est clair. Et c'est super intéressant l'impact de la muselière sur le comportement du chien. Et je pense qu'on peut même ne pas se limiter à la muselière parce que l'impact d'un collier, d'une longe, tout ça, ça a un impact également. Il y a beaucoup de personnes qui se baladent en longe, tout se passe bien, ils pensent du coup qu'ils peuvent enlever la longe ou enlever tous les équipements et d'un seul coup ils se retrouvent dépassés parce que le chien lui ressent pleinement qu'il a sa totale liberté et je pense que aussi c'est par rapport à ce qui s'est passé avec l'outil, comment ils ont utilisé l'outil qui peut forger en fait l'impact mais c'est extrêmement important d'en parler. Et pour toi quels sont les signaux à prendre en compte sur le chien euh, qu'est-ce qu'on doit absolument respecter et quels sont les signaux qui sont pour toi essentiels à respecter? Hmm. Tu parles dans quel contexte? Dans le cas d'un chien En agressif, général. de manière générale? Ok. Mm. Moi, ce que je vais regarder, et j'espère que ça peut répondre à la question, puisque ça peut être assez vaste comme question. Moi, ce que je vais regarder comme signaux, c'est quand même le niveau de stress de manière générale d'un chien quand je vais l'avoir en séance, que ce soit sur des problématiques de crainte, que ce soit des problématiques d'agressivité, etc. Donc pour moi, un signal auquel je vais pas mal me fier quand même pour déterminer si le chien est à l'aise ou non dans un contexte, c'est sa capacité à se poser sur son environnement, à poser sa truffe. On dit souvent qu'un chien qui sent se détend, et ça peut être quelque chose qui est quand même assez vrai. Ensuite, je vais pas mal regarder globalement la posture du chien, bien évidemment, si on a une queue qui est rentrée, si on a un chien qui est dans de l'évitement surtout, ça donne des infos. Mais je vais vraiment regarder la capacité du chien à pouvoir poser sa truffe, à pouvoir faire ses besoins. Après, ça va quand même pas mal dépendre du contexte et de la situation. N'hésite pas à me faire préciser si tu attends des éléments plus Ouais. précis. Et, Mais ça va être surtout les éléments sur lesquels je vais aller me baser. et pour toi, quels sont ceux qui sont mal interprétés, mal compris? De manière générale, en termes de signaux, je trouve qu'en fait, aujourd'hui, on est face à des propriétaires de chiens où tu as deux grands types. Soit il n'y a aucune lecture des signaux d'apaisement parce qu'ils sont totalement inconnus, tu vois, on ne sait pas du tout ce que ça veut dire, et le chien il peut émettre 25 signaux parce qu'il y a un enfant qui arrive, et on les interprète pas du tout, on se dit, mince, je comprends pas, il a grogné sur mon petit-fils ou sur ma nièce ou pire. Ou sinon, on peut être des fois dans des profils aussi où on surinterprète tout et on va se dire, oh, tiens, mon chien, il s'est léché les babines. Du coup, il faut que j'arrête toute ma séance d'éducation parce qu'il n'est pas à l'aise dans la situation. Ou là, il a baillé et du coup, il faut que j'arrête tout parce qu'il n'est pas à l'aise. Au final, je pense qu'il faut avoir un équilibre, être conscient que les chiens, ils communiquent sans arrêt, ils émettent des signaux sur tout le temps et qu'il faut regarder l'attitude globale et générale du chien. Donc, je pense qu'il faut réussir. Il faudrait que plus de propriétaires de chiens soit au courant des signaux des chiens, mais pas tomber non plus dans de l'extrême. Et comme nous, c'est pas parce qu'on est un petit peu stressé que c'est grave et que le stress, c'est la vie et qu'en fait on est Bien stressé sûr. tout le temps. Tu vois, on peut se dire, oh, tiens, est-ce que je suis pas en stress là parce que si ça se trouve le micro il marche pas bien ou j'ai loupé mon intro. En fait, on s'en fout. Le stress, ça fait partie de la vie et il faut quand même que le chien il soit confronté aussi à des choses qui sont de la frustration, du stress par moment. Il doit être raisonnable bien évidemment et progressif, mais ça fait partie de la vie et il faut être conscient que c'est ok pour lui aussi. Oui, bien sûr. Beaucoup de mes clients pensent que mes chiens sont totalement neutres dans tous les environnements possibles. Je peux te dire que là, je les ai ramenés en vacances. J'ai fait par exemple un télésiège pour la première fois de leur vie. Bah, ils n'étaient pas neutres, hein. Forcément, il y a du stress. Forcément, en fait, il y a un petit peu de tension. Maintenant, ils ont appris à le gérer. Ils ont appris, moi aussi, j'ai appris à le gérer. Et c'est ça le plus important. C'est de comprendre que son chien est dans un état émotionnel de stress, de frustration, de peur, etc. Et que l'humain soit capable de gérer en face. Mais c'est effectivement, comme tu dis très bien, faut pas réagir excessivement au moindre petit signal. Faut juste comprendre dans quel état émotionnel est son chien. Et sans cette compréhension-là, je pense que d'éduquer proprement ou encore pire de rééduquer, c'est encore beaucoup plus complexe. Ouais, super. Et du coup, s'il y a un seul signal que tu devrais choisir et que tu aimerais que tous les propriétaires de chiens le connaissent, ça serait lequel?
Pour moi, un signal qui est assez révélateur, même s'il y en a énormément, donc c'est difficile d'en choisir un, mais je dirais un chien qui détourne le regard sur de l'approche ou sur du contact, c'est quand même assez révélateur. Souvent, on peut penser qu'un chien qui vient, qu'on va aborder, par exemple, je pense souvent des enfants qui vont venir caresser des chiens, où là, il peut y avoir un vrai gros problème de lecture, souvent où le chien va détourner ou éviter, bah, en fait, on va revenir à la charge parce qu'on n'a pas compris que c'est un signal d'apaisement assez fort. Donc il y a ce signe-là, et peut-être le fait de lécher aussi, ou le fait de lécher, c'est quand même souvent mal interprété pour l'humain. Un chien qui se lèche ou qui vient lécher, on peut penser que c'est toujours cool, que c'est toujours bien, pas forcément selon le contexte et la situation. Maintenant, les signaux, petite parenthèse aussi par rapport à ça, je pense que, et n'hésite pas à t'exprimer, hein, puisque je prétends pas avoir la vérité, mais c'est simplement moi ma vision des choses. Je pense que les signaux, dans tous les cas, il faut les interpréter par rapport à un contexte. Ça veut dire qu'il faut regarder la situation globale. Un chien qui se laisse les babines, si je mets la main dans la poche parce que j'ai des friandises dans la poche, ça veut rien dire, ou ça c'est pas du tout la même signification que si c'est un enfant qui vient s'approcher. Oui, après, un chien qui sèche le museau ou qui sèche la babine, c'est déjà en fait aussi différent. Se lécher les babines, il y a toujours ce cliché de croire en fait que c'est parce qu'il a faim ou je sais pas quoi, alors que c'est juste qu'il est en manque d'autocontrôle et qu'il est très tendu et qu'il garde la gueule ouverte. Et du coup, la salive coule et ramène la salive tout simplement. Et le léchage au niveau du zoo est un signal de stress en fait fort. Et du coup, effectivement, comme tu dis très bien, ça dépend aussi de ce qui l'entoure, du comportement aussi général. C'est-à-dire qu'on va pas se focaliser sur un seul signal, mais on va regarder la globalité, l'énergie, la tension et la globalité du corps pour bien comprendre dans quel état émotionnel est le chien et puis qu'est-ce qu'il pense, quelle est son idée en fait à ce moment-là. Mais effectivement, je pense que les humains malheureusement attendent d'avoir des gros signaux pour vraiment respecter. Et ça, je trouve ça un petit peu triste, mais je pense qu'entre humains, malheureusement, c'est comme ça que ça se passe aussi comme ça, quoi. Tu vois, des fois, on dit non, et pourtant, l'individu en face de nous insiste parce que lui, il a envie d'eux, quoi, tu vois. Et du coup, je pense que c'est juste c'est pas forcément tout le temps de l'incompréhension, c'est plus aussi l'humain qui est comme ça, à vouloir avoir ce que lui, il veut une caresse, et ben même si le chien lui dit tranquillement non, vu que c'est tranquille, et ben il va quand même en fait insister, alors que si l'autre il lui charge à la tronche, bah là il va faire demi-tour et malheureusement ça va fonctionner. Et du coup là il y a beaucoup de chiens qui apprennent malheureusement à avoir des signaux forts, intenses et durs parce que tout simplement ils sont beaucoup plus efficaces que à un petit signal de rien du tout. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de petits chiens qui sont malheureusement très réactifs parce qu'on voit des vidéos tristes, ou même moi dans ma vie je vois des choses tristes où en fait le petit chien n'est pas du tout respecté. On rit à son nez parce qu'il fait 3 kilos et qu'il veut nous pincer, qu'il nous grogne dessus, etc. Alors que si c'est un Malou ou si c'est un Terre-Neuve ou un Saint-Bernard, là, il lève une babine, il y a tout le monde qui respecte parce que d'un seul coup, l'impact peut être un petit peu plus complexe, quoi, d'accord. Donc, je pense vraiment que ces signaux doivent être compris de l'humain et surtout doivent être respectés. Mais bon, ça, après, on n'essaie pas de vivre dans un monde utopique où tout le monde respecte tout le monde, mais je pense qu'il faut aller dans cette direction-là pour le bien-être de tous, hein. Je pense que c'est essentiel. Et on parlait justement en fait un petit peu de ces émotions en fait de peur, de stress. Comment tu distingues toi une émotion au-delà si tu pouvais donner deux, trois comportements qui vont te faire dire que ce chien-là est en stress, ce chien-là est peureux, ce chien-là est frustré par exemple. Hmm. Alors, globalement, un chien qui va être en crainte, comment je vais matérialiser un chien qui a peur, ça va être globalement un chien qui va être beaucoup, ça va dépendre hein, du contexte, mais qui va être beaucoup dans de l'évitement. Un chien qui évite beaucoup les stimuli va être beaucoup dans de la crainte. Et un chien qui est vraiment aussi dans de la crainte aura tendance, ça va dépendre des contextes et de ce qu'il a acquis ou comme expérience, mais va être plutôt dans le fait de réagir si vraiment il est confronté à une situation donnée. Ça veut dire que rarement, ça peut arriver, attention, à force d'expérience, il comprend que les autres signaux ne marchent pas, mais c'est rare qu'on ait un chien craintif qui s'élance sur l'autre chien directement. Ça va dépendre des contextes, mais c'est un peu la situation. De l'excitation, généralement, parfois ça dépend, il y a plein de façons de l'exprimer pour les chiens, mais ça va être plus un chien où il y aura tendance qui ne tient pas en place, qui a tendance à aboyer, à être plutôt en bout de laisse. Ça, c'est comme ça que je vais distinguer globalement la frustration et l'excitation. Et après, moi, je vais quand même accorder aussi une vraie importance à la posture générale. Même si la posture, elle peut évoluer, globalement, une posture basse. Si j'avais à simplifier pour les propriétaires de chiens qui peuvent nous écouter. Une posture basse, globalement, c'est plutôt une attitude d'un chien qui n'est pas confiant, qui manque de confiance. Ok, donc posture basse, ça veut dire
si je fais un cliché, parce qu'il peut y avoir des variables, mais oreille en arrière, posture basse de manière générale, queue rentrée, donc le chien il protège effectivement son arrière-train. Tout ça, ça va être plutôt des attitudes de chien qui ne sont pas à l'aise. Un chien qui va être plutôt confiant, excité ou qui va charger, mais dans un comportement différent et plus agressif, généralement aura tendance à avoir plutôt une posture haute, oreille droite, corps bombé, queue haute. Ça va être vraiment pour moi comme ça que je vais aller distinguer globalement un chien qui va être confiant d'un chien qui n'est pas confiant. Maintenant, selon l'expérience, un chien qui est dans de la fuite peut développer d'autres postures parce que justement, on en parlait précédemment, il a appris que fuir permettait pas de repousser. Donc, par expérience, il va à force comprendre que la meilleure défense, c'est l'attaque et que peut-être il vaut mieux venir prévenir directement. Oui, je suis tout à fait d'accord. Il y a plein d'agressions par peur. D'ailleurs, la plupart des agressions, c'est de l'appréhension, c'est de la peur, qui est due à une mauvaise expérience ou à une non-expérience, hein. Pour moi, c'est ça. Et sur l'excitation, je dirais que un chien qui aboie excessivement, qui mordit excessivement, qui saute excessivement ou qui chevauche excessivement, on est vraiment sur ces symptômes-là pour nous, en tout cas dans notre centre à nous, ça nous fait tilt en fait à ce moment-là. Et si on a les quatre, alors là, bon courage aux propriétaires. Sur la peur, comment apaiser un chien? Parce que là, il y a un grand débat. On peut caresser, on peut pas caresser. On donne des bonbons, on donne pas de bonbons. Faut être neutre, faut fuir, faut aller dans la situation. Toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Moi, globalement, je pars du principe que pour régler un problème, il faut le créer et le provoquer. Ok, pas à l'extrême, mais si, pour reprendre l'exemple de... T'as combien? Un ou deux chiens? Deux chiens, Ok. deux Pour malinois. reprendre l'exemple de tes chiens. Par exemple, s'ils ont peur ou ils sont pas à l'aise dans un contexte donné, ça peut être télésiège, ça peut être n'importe quoi, quelque chose qui est nouveau. Si on veut que ça aille mieux, il n'y a aucun monde dans lequel en n'y allant pas, ça ira mieux. Ça, c'est la base et je pense que globalement, personne ne peut trop débattre là-dessus, même s'il y a plein de méthodes où on veut éviter. Donc pour moi, il faut confronter à la situation. Maintenant, il faut confronter de manière intelligente. Un chien qui est complètement paniqué dans la rue, on ne va pas aller l'amener en pleine manif directement. Mais le fait de provoquer de manière progressive et régulière, c'est la base de tout. C'est une loi d'apprentissage, c'est ce qu'on appelle l'habituation. Donc ça, pour moi, c'est la base. Ensuite, je pars du principe que sur l'attitude, on veut éviter d'avoir trop ce qu'on appelle de renforcement involontaire. Donc moi, je ne suis pas un grand fan de tout ce qui va être caresser, parler, prendre dans les bras, rassurer, parce qu'en fait, souvent, on va transmettre du stress ou on va créer un événement à une situation donnée. Exemple, je suis neutre toute ma balade. Tiens, mon chien a peur, j'en sais rien, d'une poubelle, je dis absolument n'importe quoi. Et dès que je croise une poubelle, parce que je sais qu'il a peur, je commence à lui parler, à le caresser, etc. En fait, mon attitude changeante fait que je crée un événement sur ce stimuli-là. C'est pour ça que je suis plus à dire que rassurer, c'est rassurer par la posture, c'est rassurer par le déplacement, et c'est en restant neutre qu'on va pouvoir rassurer. Et c'est pour moi quelque chose qui est clé. Et de ce point de vue-là, je vais aussi regarder comment la mère, et ce sera intéressant d'avoir ton avis aussi là-dessus, comment la mère va se comporter avec ses chiots s'ils ont peur d'une situation donnée. Elle va continuer à avancer, à se déplacer normalement, et on va rassurer par la posture, par le fait qu'on reste relativement neutre et impartial par rapport ou face à une situation. Donc je ne dis pas qu'il ne faut pas écouter son chien, attention, et s'éloigner dans certains contextes si c'est trop difficile, ou le faire sortir de certains environnements si c'est injouable, mais globalement, on va plus aggraver certains comportements de crainte si on intervient trop, rassure trop, et si on se comporte comme on le ferait avec un enfant potentiellement. Et d'ailleurs, même avec un enfant, c'est controversé ça, de je tombe d'une balançoire gamin, qu'est-ce que Bien t'as? Et le sûr. gamin il va se mettre à pleurer, alors que si tu fais rien ou que tu rigoles ou quoi que ce soit, bizarrement, il va peut-être moins se passer aussi quelque chose. Donc même sur l'humain, c'est quelque chose qui peut être Bien plus ou sûr. moins réel. C'est même prouvé en fait que si l'humain adulte en face de l'enfant a la banane, a de la joie et se comporte en fait comme s'il se passe absolument rien, même au contraire qu'il est très enjoué, l'enfant n'aura pas de peur de ce qui vient de se passer. Et nous, c'est plutôt ça qu'on utilise dans notre centre en général. Alors, je suis tout à fait d'accord sur la neutralité. Le plus dur dans la neutralité, c'est qu'en fait, on peut pas demander à quelqu'un de ne pas avoir peur. Et du coup, même s'il fait semblant d'être neutre, je pense que la plupart des chiens sont capables de ressentir le stress, le petit regard,
la démarche qui change, des petits détails, des petites variables, de rien du tout. Et du coup, la neutralité, je trouve ça complexe. Maintenant, sur la caresse, je suis tout à fait d'accord. Maintenant, il y a deux caresses différentes. Il y a la caresse, c'est tout, c'est pas grave, ça va aller. Celle-là, elle est pas bonne, parce que celle-là, effectivement, on l'utilise que dans les situations de peur. Donc, en fait, bizarrement, on renforce la peur, en fait, à ce moment-là, parce que l'humain ne fait jamais ça, à part dans les situations de peur. Donc, après, quand l'humain fait ce comportement-là, il confirme au chien qu'il va se passer quelque chose de stressant. Nous, on est plus sur une caresse. Je dis toujours aux gens, là, il faut que tu danses et que tu chantes. En gros, on est sur une caresse extrêmement positive, enjouée, et on veut changer l'émotion de l'humain et du coup du chien dans la situation. Donc bizarrement, nous, on croise un chien, le chien a un peu peur des autres chiens, la plupart des gens vont dire laisse, non, ils vont mettre de la tension. Nous, on va commencer à lui dire c'est bien, bravo, excellent, c'est très très bien. Et là, on va ajouter des actions positives à ce moment-là. En fait, c'est juste que ça nous fait gagner beaucoup de temps par rapport à la neutralité, je trouve, tu vois, dans la productivité de ce qu'on fait. Parce que la neutralité pourrait marcher, encore une fois, le plus dur, c'est d'avoir une vraie neutralité. Et je comprends que la neutralité pourrait marcher dans plein de cas. Maintenant, mettre du positif à ce moment-là, mais il faut que ce soit bien fait. Encore une fois, quand je dis positif, c'est du vrai positif qui vient du cœur et c'est du vrai ressenti. Et pourquoi pas mettre aussi de l'action, hein, du jeu de balle, des bonbons, de la liberté en fonction du chien. Et bien à ce moment-là, ça nous fait gagner énormément de productivité et de changement de comportement parce que juste c'est plus clair pour le chien et surtout ça évite la triche parce que quelqu'un qui fait semblant d'être content, tu le vois direct. Toi, en tant qu'humain, quelqu'un qui est neutre et qui fait semblant d'être neutre mais qui est pas vraiment neutre, toi, en tant qu'humain, tu le vois pas trop, mais le chien, par contre, lui, qui connaît son humain par cœur, il peut vite ressentir que, bon, là, elle triche, en vrai, elle est un peu stressée quand même. Et du coup, voilà, nous, on essaie de jouer avec ça, mais je comprends, les deux méthodes fonctionnent sans aucun problème. Et je Après, pense voilà. que, tu vois, il faut vraiment s'adapter, encore une fois, selon ce Mm, qui marche sur le chien. exactement. Mm, mm. Tu Oui, c'est vois? ça, bien Moi, sûr. j'avais eu un cas sur une séance, par exemple, sur un cas d'anxiété de séparation, où on préconise de jamais rentrer quand le chien aboie. Tu sais, si on rentre, on va avoir tendance à valider. Il y avait une maîtresse, elle était rentrée, je crois que c'était un berger australien, elle avait engueulé son chien en rentrant, et le chien, c'était fini. Et en Mm. fait, ça veut donc dire, et j'en ai eu d'autres des fois, des cas comme ça, qu'il y a le cadre général, et il y a aussi le cas en l'espèce, qui fait que si sur ce chien-là, c'est efficace, change pas en fait. Mm. Oui, bien sûr. C'est toujours, en fait, il y a toujours un essai, en fait. Moi, j'appelle ça un essai. C'est-à-dire que des fois, je vais dire à mes clients, ben là, on va essayer ça. Si on a le moindre petit changement productif, c'est qu'on est sur le bon chemin. Si ça empire, c'est juste que le chien l'a pas compris comme nous, on voulait l'envoyer. Parce que malheureusement, c'est pas nos mots qui vont réussir à changer le chien, c'est l'attitude, l'énergie et la compréhension du chien sur le moment par rapport à ses expériences, par rapport à ce qu'il a vécu, par rapport à ce qu'il a appris. Et du coup, on a toujours ce petit essai qui me permet de savoir si je suis sur le bon chemin ou pas. Et je trouve ça en fait extrêmement intéressant. Du coup, on va passer sur on va faire carrément une transition brute. On a beaucoup de problèmes sur le tirage en laisse. J'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Qu'est-ce que tu utilises? Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que c'est quelque chose de simple ou de complexe? Alors, pour moi, la marche en laisse, ça peut être quelque chose. Je pars pas du principe que ce soit difficile à apprendre pour un chien, mais je pense que l'erreur majeure qui fait que 90% des propriétaires de chiens ont un chien qui tire en laisse, c'est le problème de cohérence. C'est-à-dire, vu que notre chien, 90% du temps, il va être en laisse, pour la majorité des propriétaires de chiens, encore une fois, bah souvent, on peut avoir, en tant que propriétaire de chien, le fait de se dire, bon bah là, c'est le matin, il va faire ses besoins, c'est ok, il peut tirer. Là, le soir, je laisse, mais au bout d'un quart d'heure de balade, bon, bah là, c'est trop, j'en ai marre, du coup, je reprends, je sanctionne et j'interviens. Et après, c'est bon, je dis plus grand-chose. Donc, il y a un vrai problème de cohérence, qu'à certains moments, on laisse tirer, qu'à certains moments, on laisse pas tirer, et qu'il n'y a pas vraiment d'ordre de dans quel contexte on est strict, dans quel contexte on n'est pas strict sur la marche en laisse. Donc, pour moi, le plus gros problème, c'est le manque de cohérence. Ça, c'est après. Et la deuxième chose, pour moi, erreur majeure aussi, c'est que la majorité des chiens, selon moi, pas tous, mais sont dépensés ou sont sortis en laisse et qu'à partir du moment où les besoins ne sont pas comblés, c'est compliqué d'avoir un chien qui est posé en laisse. Parce que si ses seules balades, t'as un malinois et ses seules balades, c'est 3 fois 20 minutes en laisse, ça sera compliqué. Tout est toujours possible, mais ce sera quand même très compliqué d'avoir un chien qui tire pas en laisse parce que sa priorité, ça va être de combler ses besoins.
Bien sûr. Et justement, en fait, pourquoi un chien tire en laisse, tu vois? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de propriétaires qui ne comprennent pas forcément. Je vais pas dire la réponse, je vais te laisser dire la réponse. Mais du coup, à ton avis, pourquoi les chiens tirent en laisse? Plein de raisons. Chien pas assez dépensé, donc il veut combler son besoin, ou ses besoins. Souvent, ce qui peut se passer aussi, c'est que quand il veut aller à droite pour avoir accès à une odeur, eh ben, il va y avoir accès, ou les maîtres peuvent avoir tendance à laisser accès à cette odeur-là ou aller à droite. Donc en fait, il y a beaucoup de comportements par renforcement, je veux aller quelque part, je tire dans un sens, et c'est validé. Donc pour moi, c'est une des raisons principales pour lesquelles le chien va tirer en laisse. Ça veut dire que quand il tire, il a accès à ce à quoi il veut accéder. Il voit un chien, il tire, il va y avoir accès. De temps en temps, on va dire non ou stop, etc. Mais pas vraiment complètement jusqu'au bout et pas à chaque fois. Et limite, c'est pire de le dire deux fois et de le laisser y aller la troisième fois que de le laisser y aller direct. Parce qu'en fait, en plus de ça, on dénature notre ordre d'interaction, pardon. Donc il y a plein de raisons. Après, un chien, il peut tirer en laisse parce qu'il est craintif et pas à l'aise dans son environnement et qu'il le fuit. Un chien, voilà, il peut y avoir énormément de raisons possibles. Mais il y a ça. Un chien, il peut tirer en laisse aussi parce que c'est le début de la balade et qu'il veut faire ses besoins. Mais globalement, c'est de l'excitation, c'est de l'incohérence sur ce qui est mis en place. Et c'est sur le fait que si je tire vers là, je vais y avoir accès dans la grande majorité des cas. Oui, bien sûr. Et du coup, sur ce problème de cohérence, quelle technique tu peux utiliser pour gagner en cohérence? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aider les propriétaires de chiens à gagner en cohérence? Moi, ce que j'explique toujours et ce que je préconise à toutes les personnes que je peux accompagner, c'est d'avoir un ordre de marche en laisse strict, donc pas forcément collé à la jambe armée, on s'en fout, mais un ordre avec une laisse détendue à minima, et un ordre de libération, on va pouvoir laisser plus le chien faire sa vie quand on l'a décidé. Exemple, on va dire au pied ou à ta place ou à côté ou col, peu importe l'ordre qu'on veut fixer. Et dans ce cadre-là, on laisse pas le chien tirer, on met en place des exercices spécifiques pour lui apprendre à pas être en bout de laisse et à nous suivre. Et à d'autres moments, on va donner ce qu'on appelle un ordre de libération, donc go, vas-y, allez, va jouer, tout ce qu'on veut. Et là, on va pouvoir laisser un peu plus de liberté au chien et tolérer. En tout cas, moi, c'est ma vision des choses. Et c'est comme ça que je le travaille personnellement avec mes chiens et que je l'ai appris. Et c'est aussi comme ça que je le préconise dans la majorité des cas. Maintenant, je suis intéressé aussi de savoir, toi, peut-être ce que tu peux, toi, préconiser aussi, parce qu'il y a peut-être des variables différentes que tu peux travailler. Bah, en fait, le faire sur code, je trouve ça complexe pour que le chien tienne le code dans le temps. Bah, je vais dire une connerie, si je vais par exemple en ville pendant 45 minutes, tenir le code, ça va être complexe. Je vais devoir le répéter forcément en tant qu'humain parce que mon chien va pas pouvoir en fait avec toutes les distractions, toutes les variables qu'il va avoir en face de lui, tenir le code pendant 45 minutes. Maintenant, je comprends l'idée. Nous, on est plus sur en fait on est sans code, on est plus sur un rituel par rapport à l'équipement. Donc Ok, par donc exemple, conditionnement, laisse, je voilà. tire pas, long, je tire pas. Enfin, Voilà, par rapport au point d'attache, ce qui marche très très bien. On attache, par exemple, nous on utilise beaucoup le animal anti-traction. On attache devant laisse courte, attache devant laisse courte, tu tires jamais. On met attache collier, attache au-dessus du harnais. Le chien, on lui laisse de la liberté. Du coup, le chien comprend très rapidement ce mécanisme-là. Et ce qui est bien, c'est que c'est sans code. C'est-à-dire que juste par rapport au point d'attache et la sensation de traction entre guillemets qu'il a, il sait quel comportement en fait il doit avoir. Et ce qui nous permet aussi de tricher. Parce qu'en fait, l'humain, il a passé une mauvaise journée, il n'a pas envie d'avoir cette cohérence-là, il n'a pas envie de faire cette marche en laisse-là. Il peut tricher et du coup, il peut mettre la tâche autre part et il n'est pas forcé de faire de la marche en laisse, entre guillemets, et de travailler sa marche en laisse en fait à ce moment-là. Et nous, on trouve ça intéressant. Et pour le chien, je trouve ça plus compréhensible parce que utiliser le même matériel et demander des comportements différents, ça peut être plus complexe pour le chien, à part si c'est fait sur code, du coup ça rajoute de la clarté à ce moment-là, même si encore une fois, à mon idée à moi, le code il peut pas le tenir dans le temps, trop longtemps, parce qu'en fait forcément à un moment donné, il va se faire avoir par des variables, des odeurs, des chiens, des trucs, et du coup il va plus penser à l'obéissance entre guillemets et à faire l'effort, quoi. Tu vois, c'est mon idée à moi. ouais. Et là, par rapport à ça, moi, ma vision, c'est que, ok, il y a le matériel, il y a le conditionnement sur le matériel, ce qui est très bien. Le conditionnement, c'est la base de tout. C'est ça qui permet qu'un chien de chasse, quand il chasse, il sait que dans un contexte donné, il peut aller loin et que dans un autre contexte, il va pas aller loin, par exemple. Maintenant, comment tu fais la transition sur j'ai de la marche au pied sans laisse et j'ai de la marche détente sans laisse. Parce que là, ça veut dire que tu n'as plus du tout de matériel et c'est tout qui est codifié. Moi, je le fais dans la Ouais. logique où demain, j'ai que mon matériel, j'ai que mon collier, ou demain, j'ai pas de collier ou j'ai plus de laisse et juste je veux traiter la transition de
Sur un trottoir, mon chien il peut être devant. J'arrive au niveau d'un passage piéton où il y a des enfants qui ont peur, par exemple. Je remets mon chien au pied sans laisse et je vais faire cette transition. Donc moi, c'est dans cette logique-là que je la prends comme ça, même si l'approche du conditionnement est intéressante. Mais comment tu fais derrière toi cette transition-là pour pouvoir potentiellement se débarrasser de la laisse? Peut-être que tu vas pas à ce niveau-là parce que tu dis 90% des propriétaires de chiens n'ont rien à faire et la législation ne le permet pas, etc. Mais comment tu veux aller introduire ça derrière Nous, on codifie. On codifie, on a un reste qui est une marche au pied, entre guillemets, et on a une distance qui est la distance de la marche en laisse. D'accord. Et après, on a même d'autres codes. Hein. Il y en a qui vont faire, par exemple, un T loin, ce qui est une distance de longe. Et on a des codes aussi libératoires comme Vitavi, par exemple, où là, c'est un code libératoire. Quoi, d'accord. Après, comme tu disais tout à l'heure, chaque individu, on va faire en fonction de chaque individu. Ça dépend, parce qu'il y en a même qui veulent des règles de vie où, en fait, le chien ne doit pas partir à plus de 5 mètres. Si c'est une règle de vie, on le travaille encore différemment. Ça dépend, en fait, de chaque individu, de ce qu'il attend de son chien. Mais nous, on a eu des gros problèmes de réflexion sur la marche en laisse parce qu'on avait ces gros problèmes de cohérence. Et du coup, c'est le meilleur moyen qu'on a trouvé. Mais on pourrait rajouter le code distance, par exemple, en plus. Tu vois, on pourrait faire ce rituel, ce conditionnement avec l'outil et en plus codifier avec le code distance, qui n'est pas une mauvaise idée, hein, d'accord. Donc en plus, on rajouterait la compréhension sur le code. Et c'est une bonne idée. On pourrait rajouter le code en plus, ce qui ramènerait encore plus de clarté au chien et plus de cohérence à l'humain. Donc on pourrait tout faire. Ce serait encore plus beau. Oh ouais, ok, ça marche très clair. Tu vois. Du coup, on va passer à autre chose parce que c'était très clair, très compréhensible. Donc, un autre grand débat et un autre problème, entre guillemets, que les gens rencontrent, c'est ces dégâts de chiots. Est-ce que tu es pour ou contre la cage, les parcs? Est-ce qu'il faut une pièce? Est-ce que tu veux de la liberté? À toi de me dire un peu ce que tu penses de ça. Moi, globalement, je suis, encore une fois, ni dans un extrême ni dans l'autre. Ça veut dire que je vais pas aller m'exciter sur des propriétaires de chiens qui ont choisi d'apprendre d'avoir un parc à chiots et je vais pas non plus imposer ça. Donc en fait, ça va être vraiment au cas par cas. Déjà, globalement, je vais regarder, puisque ça on ne le maîtrise pas, ce qui a été fait par l'éleveur sur les premières semaines. Si le chien ou le chiot, il a appris à grandir dans tel contexte ou à faire ses premières nuits peut-être dans tel contexte ou en fonction de son passé, si le parc à chiots c'est quelque chose de rassurant, de sécurisant pour lui, feu, je suis favorable. Si pour les maîtres, c'est mieux au début et ça évite que le chien il aille arracher le câble de la télé et s'électrocuter, oui, je suis favorable. Donc en fait, en fonction de la situation, ça peut être ok, ça pose pas de problème. Maintenant, comme tout, le but c'est que ce soit transitoire parce que l'objectif c'est qu'on ait un chiot qui puisse, et même un chien à terme, évoluer partout sans avoir besoin du parc, de la cage ou quoi que ce soit. Mais par contre, moi je suis favorable pour que tous les propriétaires de chiens, sans exception, apprennent dès les premières semaines la muselière, la cage, à n'importe quel chien. Exemple, moi, il y a 6 mois, 8 mois, je suis plus très bon en termes de délai maintenant, notre husky, il a fait pneumothorax, pneumonie, etc. Il a été 10 jours chez le vétérinaire sous perfusion dans une cage. S'il n'avait pas toléré la cage, si on ne lui avait jamais appris la cage, comment on fait? Comment on fait si un jour on doit prendre le train et mettre la muselière alors qu'on ne l'a jamais appris? Déjà, le train, c'est déjà stressant et c'est difficile. Donc, en fait, pour toutes ces raisons-là, parce qu'un jour, il y a des chances qu'il y ait vétérinaire, je suis dans une cage, etc., il faudrait pouvoir habituer à tout dès le plus jeune âge, muselière, collerette, cage. Donc, je suis pas. Le but, c'est pas d'avoir un chien en cage ou dans un parc. Maintenant, si certains propriétaires, ça peut les aider ou que le chien il a l'habitude d'y aller, de s'y poser ou autre, c'est complètement possible. Et ensuite, il peut y avoir des schémas où tu as un parc ou une cage ouverte qui fait un effet un peu tanière pour le chien et dans lesquels ils vont aller se poser sans problème. Donc moi, je suis ni 100% favorable et le but, c'est pas d'avoir un chien qui soit tout le temps en parc ou en cage, mais je suis pas non plus totalement opposé si ça peut aider certaines personnes ou dans certains contextes. Mais comment tu fais du coup si c'est pas quelque chose que tu vas conseiller fortement? Comment tu vas faire si ton propriétaire te contacte alors que le chien a 8 mois et qu'il commence en fait à faire des dégâts en absence?
des dégâts aléatoires, pas forcément liés à l'anxiété de séparation, mais c'est plus en fait de la mauvaise gestion, de l'ennui et surtout des dégâts conscients, ce que j'appelle moi des dégâts conscients, c'est-à-dire qu'il va dans la poubelle, il s'est régalé. Maintenant, pour le déconditionner, à part enlever la poubelle, ça va être compliqué, ou retourner le pot de fleurs, etc. Donc comment tu fais pour gérer ce genre de cas? Je vais vraiment chercher effectivement à traiter l'origine du problème avant tout. Ça veut dire que est-ce que j'ai un chien qui est suffisamment stimulé de manière générale, physiquement, mentalement, etc. Puisque un chien dont les besoins sont bien comblés, normalement, aura pas trop tendance à faire des bêtises. Donc ça, je vais regarder. Deux, je vais regarder quel cadre est mis en place au quotidien en présence des maîtres. Si déjà, dès qu'ils sont en train de prendre l'apéro, le chien il est en train de venir manger dans l'assiette presque, c'est aussi un problème lié au cadre et lié à de l'apprentissage. Donc en fait, déjà, je vais venir répondre aux besoins et regarder le cadre qui est mis en place de manière générale. Maintenant, pour moi, je ne vais pas mettre en place la cage dans ces cas-là, sauf si c'est extrême ou que les maîtres le veulent et que le chien il arrache tout le mur et qu'il se met en danger plus qu'autre chose. Parce qu'en fait, en mettant en place la cage, on ne va pas régler le problème. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des situations où on va, par exemple, mettre une caméra, partir, laisser la poubelle grande ouverte dans la cuisine ou dans le salon, et on va aller provoquer le comportement, et on va essayer de sanctionner avec un moyen de sanction externe. Ça veut dire qu'on ne va pas revenir nous directement, parce qu'on n'est pas censé être là, mais on va utiliser un moyen de sanction externe, un bruit, quelque chose, peu importe, pour pouvoir casser le comportement et le sanctionner. C'est comme ça généralement qu'on va le mettre en place. Et même selon les cas, on peut mettre en place aussi des systèmes de pièges pour que quand le chien prend quelque chose, ça puisse déclencher une sanction potentielle. Oui, d'accord. Il y a beaucoup de personnes qui sont pas au courant que l'autonomie chez le chien, c'est quelque chose de très complexe. De croire qu'un chiot, pour moi de 5, 6 mois, 7 mois, va tout seul faire le choix de pas aller chercher le morceau de pain, de faire le choix de respecter, de pas retourner le pot de fleurs parce que eux en présence l'ont dit, ça c'est extrêmement complexe. Moi, on m'a laissé à la maison à 16 ans, ma mère verbalement, elle m'a dit fais pas le con. Une heure après, c'était un carnage, quoi, d'accord? Alors j'avais 7 ans d'expérience. Donc le truc, c'est vraiment de penser qu'un chiot, un être de 6 mois d'expérience de vie, qui comprend pas le langage verbal, soit capable de pas faire de bêtises parce qu'on lui a dit fais pas de bêtises, ça c'est compliqué. Un enfant, par exemple, est mis chez une nounou et n'est jamais laissé seul dans une maison jusqu'à 7 ans, 8 ans, j'en sais rien, je suis même pas encore arrivé là, quoi. Et je trouve que laisser beaucoup d'autonomie à un chiot, c'est prendre des risques, c'est aussi le déconditionner, enfin le conditionner, pardon, à certains comportements sans le vouloir, hein, parce que lui, tout simplement, va s'auto-récompenser avec certains comportements. Et moi, j'ai eu des malinois qui sont passés à travers mes murs, tout simplement parce que j'avais séparé ma femelle en chaleur avec mon mâle, mais du coup, mon mâle avait un objectif à atteindre, enfin des variables de vie que j'avais même pas pensé en fait à cette époque-là. J'étais jeune, j'avais pas toutes les connaissances que j'avais aujourd'hui. J'ai mon malinois aussi qui a arraché des touffes de poils de mon chat, des variables encore une fois où je me suis dit bah oui, ils peuvent rester ensemble, quoi. Voilà, des dégâts, j'en ai eu plein. Et c'était pas des dégâts par manque de dépenses parce que j'étais 4 heures dehors par jour avec mes chiens constamment. C'était juste mon malinois qui s'ennuyait, qui avait envie de faire des choses et qui était pas au courant qu'un câble ça se mange pas, que le pot de fleurs c'est pas de la terre qui est dehors, mais c'est un vrai pot de fleurs. Et du coup voilà. Mais nous on conseille fortement quand même un lieu d'isolement. Déjà pour l'apprentissage à rester seul, déjà pour éviter aussi des conflits avec l'humain inutiles, et pour apprendre en fait aux chiens, alors l'isolement c'est jusqu'à 10 mois, 12 mois, mais pour pouvoir après partir en vacances, aller au restaurant, aller à la piscine, laisser le chien dans un mobil-home sans qu'il y ait de dégâts, sans que ça parte dans tous les sens. Alors je dis pas que la cage est révolutionnaire ou que le parc est révolutionnaire ou que voilà, mais je dis juste que ça apprend aux chiens à ne rien faire, à patienter, à se rediriger sur ses jouets et sur ce qu'on lui propose dans ce lieu d'isolement à ce moment-là. Et ça permet d'avoir des déviances comportementales qui sont après complexes, je trouve, à retravailler. Hein. Mais toi, tu as expliqué comment les retravailler. Mais ça peut être complexe dans certains cas. Par exemple, j'en ai un, il monte, la personne ferme la porte, il monte sur le plan de travail et il fait le tour du plan de travail systématiquement parce qu'il y a eu des miettes, parce qu'il y a eu un petit peu de bouffe qu'il a réussi à récupérer aléatoirement. Mais malheureusement, vu que ce chien a un taux de réussite, voilà, il lui faut 5% de réussite pour garder un comportement, et ben il réitère et il réitère, et vu que les gens sont un petit peu aléatoires et qu'à chaque fois ils oublient un petit truc ou les enfants ou je ne sais quoi, et ben en fait à chaque fois ils relancent
le chien dans ce comportement-là. Sauf que quand il monte sur le plan de travail, il fait tomber des choses, etc. Donc voilà, je trouve qu'on est sur un cas où en fait ils ont laissé beaucoup trop d'autonomie. Ce chien a 8 mois, hein, mais ils ont laissé beaucoup trop d'autonomie et il s'est juste conditionné à faire ça tout simplement, quoi, tu vois. Mais nous, c'est pour ça on est plus sur le lieu d'isolement quand même. Mhm. Je pense que, et là, c'est en fait, il y a plein de. On pourrait débattre pendant 2 heures sur chaque Mm. thématique qu'on évoque. Je pense que réduire l'espace de vie, c'est nécessaire. L'idée, c'est pas je laisse mon chien dans le salon et je laisse le poulet sur la table, tout traîner. Non, l'idée, c'est de quand même voilà, limiter les risques, bien évidemment. Mais il faut aussi faire attention pour moi à un point qui est crucial, qui est de dire que si le chien, on ne le met pas rapidement dans les conditions, rapidement, ça ne veut pas dire à 2 mois, mais assez rapidement, autour de 6, 7, 8 mois pour moi, dans des conditions qui vont être celles de sa vraie vie par la suite et de l'objectif final, le risque, ça peut être qu'il a toujours été isolé et qu'il n'a jamais appris à faire face à la vraie vie et au quotidien où il y a plein de choses, et que le jour où on ouvre, même si on peut le faire par étapes, sur des courtes durées, validées, bien évidemment, c'est comme ça Mhm. qu'on fait les choses normalement, le risque, ça peut être qu'il se retrouve d'un coup à Disney, et qui au final, parce qu'il y a des chiens, à 3-4 ans, ils feront encore ça si on n'a pas mis en place ce qu'il faut. Donc, pour moi, une vraie variable, et une vraie chose qu'il faut regarder, c'est déjà selon l'individu, mais c'est surtout qu'à partir du moment où, quand on est là, on a un chien qui est vraiment calme, qui est vraiment posé, qui sait s'occuper et s'ennuyer sans ses maîtres, donc que les maîtres ne sont pas tout le temps à jouer avec lui, à lui dire stop, arrête ou à sortir un jeu. Si on a des chiens qui sont calmes en présence non-stop, je peux t'assurer que, sauf anxiété de séparation, on aura des chiens qui seront calmes en absence dans quasiment tous les cas. Moi, c'est ça que je vais regarder beaucoup. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord que déjà le comportement du chien en présence humaine est déjà en fait une bonne chose à travailler et ça va déjà bien faciliter les choses. Ok. Du coup, aujourd'hui, donc on parle depuis tout à l'heure, tu nous dis il y a plein de façons de faire, il n'y a pas une vérité absolue, etc. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui du monde de l'éducation canine? Il y a quand même en fait, je trouve, des extrêmes qui se créent. Qu'est-ce que tu penses un petit peu de tout ça? Hmm. Je suis pas un grand fan des extrêmes, moi, de manière générale. Que ce soit, je vais pas parler de politique, Ouais. mais voilà, que ce soit en politique, que ce soit dans la vie, que ce soit en éducation canine, que ce soit en tout, je trouve pas que les extrêmes ce soit bien, parce qu'en fait, être extrême, ça veut dire on n'a qu'une vision des choses, mais qui est pas forcément adaptée selon tous les cas, selon toutes les situations et selon tous les chiens. Donc je suis ni un grand fan du 100% positif, très pas de sanctions, que de l'évitement, détournement, pas de stress, etc. Ou bien sûr, on respecte énormément le chien et on est pour le bien-être animal et il vaut mieux ça et encore. Et je préfère ça que des méthodes coercitives à outrance comme il existait. Mais le problème, c'est qu'avant, il n'y avait que les méthodes coercitives. Donc il y a un autre extrême qui est apparu. Et moi, je suis plus dans la méthode sensée. Normal. Ouais. La méthode sensée, en fait. Je sais pas comment on peut l'appeler, Ouais. mais la méthode sensée, ça me va bien. Ah, ok. Et est-ce qu'il y a une méthode où toi, vraiment, là, ça t'écœure et tu pourrais jamais utiliser ce type de méthode-là? Ouais, la coercition à outrance, ouais, bien sûr. Quand Ok. je dis coercition à outrance, ça veut dire quoi? La coercition, ça dépend de quel bord tu te places, mais j'en sais rien. Toi, tu mets une laisse à ton chien, ça peut être la coercition, il fait pas ce qu'il Hmm. veut. Donc, tout est coercitif. Toi, la vie est coercitive, si on va par là. Non, Mais tu parles oui, de la tout ce qui va violence. être, ouais, tout ce qui va être collier, étrangleur, torcatus, électrique, machin truc, oui, pour moi, c'est la ligne rouge. Oui, bien sûr. Et qu'est-ce qui est essentiel à comprendre pour éduquer un chiot ou un chien adopté en refuge d'ailleurs? Qu'est-ce qui pour toi est la base? La base, c'est pas d'avoir un chien qui écoute. La base, c'est d'avoir un chien qui est à l'aise et qui est serein dans son environnement. Donc pour moi, quand on adopte un chien ou un chiot, c'est pas assis, couché, pas bouger, rappel. Déjà, amène-le sur des environnements où il y a du monde. Montre-lui que l'environnement il n'est pas dangereux. Montre-lui que l'environnement c'est pas une source d'excitation permanente. Puisqu'en fait, si tu as un chien qui n'est pas stable comportementalement parlant, ça prendra toujours le pas sur toute l'éducation. Donc la base, c'est d'avoir un chien qui soit à l'aise, bien dans ses pattes, peu importe le contexte et peu importe l'environnement. Pour moi, c'est la base. Et une fois qu'on a ça, et qu'en plus on crée du lien avec son maître, puisque la base, c'est quand même le lien d'avoir un chien qui est lié à son maître plus qu'à l'environnement, le reste et l'éducation en découlent. Donc si on répond aux besoins du chien, physiques, mentaux, sociaux,
donc la socialisation comme j'en ai parlé, et qu'ensuite on crée du lien avec son maître, là, un lien chien-maître, je pense que tu as compris. Ouais. Là, par la suite, c'est beaucoup plus simple d'introduire l'éducation. Donc pour moi, l'éducation, elle doit venir après et qu'il vaut mieux avoir un chien sociable, désobéissant, qu'un chien obéissant, agressif ou pas social. Oui, il y a beaucoup d'erreurs là-dessus. Ça me fait penser au Malinois que j'ai vu hier. Hier, on a fait une journée dédiée à un chien. 3 éducateurs du centre. On s'est dédié à un seul chien. On a fait 4 heures avec ce chien. À 5 mois, les vétos, ils voulaient l'euthanasier. Il a vu 3 éducateurs différents et ils ont tous fait de l'obé avec ce chien, alors qu'il a peur de l'humain. Nous, on a fait 4 heures d'émotionnel et on a réussi à caresser le chien et à le prendre en laisse, alors que personne, à part le gars, mais même sa famille, personne n'avait réussi à prendre ce chien en laisse et à le toucher. Et ce qui me rend fou, c'est que les éducs qui l'ont vu avant ont cru que de faire de l'obé lui permettrait de évoluer et de ne plus avoir peur en fait de l'humain, alors que ça n'a absolument rien à voir. Ça me fait penser à ce que tu viens de dire sur le chiot, parce que c'est exactement ça. Et ce chien, j'étais capable au tout début de la journée de lui dire assis, couché, pas bouger, etc. Il le faisait sans aucun problème. Par contre, si j'approchais, il me sautait à la tronche. Et du coup, ça me fait penser à ça, parce que c'est exactement ça. La familiarisation et la socialisation sont essentielles au départ, avant de penser à travailler le chien, même si c'est essentiel également, parce que pour le lâcher, il faut de l'obéissance, etc. Quoi, d'accord. Mais je suis totalement d'accord avec ça. Et concrètement, comment tu fais, toi, du coup, pour accompagner les propriétaires de chiens en général? Est-ce que tu as un terrain? Est-ce que tu fais que en ligne? Est-ce que tu as une école du chiot, etc., etc.? Moi, pendant plus de 5 ans, j'ai fait uniquement du terrain. Moi, je suis originaire de Nancy, hein, un grand Est. Et pendant 5 ans, j'accompagnais que sur le terrain. Pas en centre, parce que j'étais quand même pas un grand fan des centres, dans le sens où c'est un environnement différent. Le chien, souvent, il se conditionne à un endroit, il n'y a pas beaucoup de chiens, il n'y a pas de vélo, c'est pas la vraie vie. Et moi, j'étais quand même fan de travailler dans la vraie vie, parce que le but, c'est pas que le chien, il sache faire du rappel sur un environnement clôturé ou qu'il sache avoir du suivi quand on va se planquer derrière un plot ou quoi que ce soit. C'était vraiment de pouvoir dire, sur un environnement réel dehors, on travaille et c'est comme ça qu'on exerce, c'est comme ça qu'on forme, c'est encore comme ça sur les sessions de stage que j'interviens. Donc pendant des années, j'ai fait que du terrain. Et maintenant, effectivement, on accompagne majoritairement en ligne. Il y a encore des sessions de stage, notamment dans le cadre des formations éducateurs canins, puisque je forme aussi des éducateurs canins. Mais sinon, on fait beaucoup de l'accompagnement en ligne, puisque ma vision des choses, c'est quand même que le plus important, c'est que les maîtres ils sachent exactement quoi faire, que je me suis souvent rendu compte que sur le terrain, il pouvait vite y avoir un conditionnement du chien à la présence de l'éducateur canin. Combien de fois ça a dû t'arriver toi aussi quand on a la laisse, quand on est là, le chien il fait bien, parce qu'il n'y a pas de passif, parce qu'on a le bon geste, la bonne méthode, etc. Et c'est beaucoup plus simple. Et donc il peut y avoir un vrai gap entre ce qui se passe quand on est là, vs quand le maître est seul. Et surtout, le format terrain, selon moi, bah, ça oblige les maîtres et souvent ça conditionne les maîtres à ne travailler bien souvent que lors des séances et pas toujours énormément à côté. Alors que le côté accompagnement, pas formation en ligne, hein, mais accompagnement avec du WhatsApp, du suivi et bref du contact 7-7 permet que vraiment les gens soient beaucoup plus dans de l'action parce que la clé pour que le chien évolue durablement, c'est pas qu'on soit une béquille, donc que ça marche bien quand on est là et qu'ils disent ouais Gaëtan c'est cool et j'espère que tu seras là longtemps avec moi en séance et j'aimerais bien t'avoir ou avoir un poster de toi dans ma chambre puisqu'il écoute mieux quand il est là, Ah, puisque c'est ça c'est des ça. choses qu'on peut dire, mais qu'on soit vraiment un tremplin pour que derrière il puisse être autonome. C'est très intéressant, très intéressant. Moi, je pense aussi, j'ai commencé les rendez-vous visio, formation en ligne, etc. aussi, parce que il y a aussi un truc qui est clair, c'est qu'on est plus sur l'humain que sur le chien la plupart du temps. Alors hier, tu vois, par exemple, c'était un cas particulier parce qu'on a fait les 2 premières heures sans l'humain, parce qu'à côté de l'humain, il est 1000 fois plus réactif, donc on a fait sans l'humain au départ. Mais la plupart des cas, et surtout pour de l'éducation, on est sur l'humain, on n'est pas sur le chien. Et du coup, c'est pour ça que j'ai longtemps pensé, est-ce que c'est possible ou pas? Est-ce qu'on va vraiment avoir la productivité? Et à force d'expérience, je me suis dit que voilà, comme tous les grands, hein, de toute façon, on sait qu'on peut accompagner en ligne parce qu'on sait que c'est l'humain qui va impacter ces changements-là et qui sont à la clé, quoi. Est-ce que tu as déjà eu un cas de chien où tu te dis celui-là, c'est impossible à rééduquer? Tu me parles de manière générale ou tu me parles en ligne?
Ah non, pas en ligne, de manière générale, je veux dire, ouais, en physique. Tu t'es dit, ce chien-là, il a un trouble trop fort. Ouais. Alors, un cas qui m'a valu à peu près 25 points de suture, je crois, au Ah ouais. visage. Un berger allemand. Berger allemand, en plus, top. Et si ces maîtres passent par ici, je leur passe le bonjour parce ils sont top d'ailleurs. Et en fait, c'est un chien que j'avais suivi en séance, réactif ou agressif à l'origine sur certains stimuli dans certains contextes. Et j'arrive un jour en balade éducative, je caresse le chien, comme j'avais fait des dizaines de fois. Donc pas plus dans la méfiance que ça, et je caresse, et d'un coup il me saute au visage et il me chope. Donc au niveau de la lèvre, etc., forcément ça saigne vite et c'est pas incroyable. Et la réaction, pour moi, incompréhensible par rapport à la situation, surtout par rapport au chien. Donc on ne comprend pas, bref, on met en place des séances, on travaille, etc. Mais on se rend compte qu'il y a quand même des comportements qui sont vraiment imprévisibles, c'est-à-dire que le chien, à tout moment, dans tout contexte, il peut déclencher, tu ne sais pas trop pourquoi. Et en fait, donc j'envoie quand même faire un bilan veto, puisque je sens qu'il y a un truc qui est assez bizarre. Et il s'avère que le chien il a une tumeur au cerveau qui Hmm. impacte directement. Donc là, c'est un cas, et malheureusement, il en est décédé, Hmm. malgré de la radiothérapie, etc. C'est un cas qui là est extrême, parce que ça ne revêt pas du comportement, mais ça revêt d'une maladie, C'est euh, ça. ou là d'un cancer en l'occurrence. Donc oui, c'est des cas extrêmes comme ça, oui. Maintenant, sur du problème de comportement où c'est pas lié à une maladie ou autre. Non, j'ai eu un cas aussi une fois pareil où le vétérinaire nous avait un peu sauvés puisque c'était très bizarre, où chien qui déclenchait et qui avait une vraie variation d'humeur assez aléatoire et assez bizarre, on s'est rendu compte qu'il y avait un problème au niveau de la thyroïde Thyroïde. important. Et de toute façon, c'est ça, hein, comme c'est l'humain. Et il a fallu réguler ça et c'était quasiment terminé en fait. Derrière, c'était juste quelques variables. Donc, sur des choses où on est sur du spectre médical, là, on peut avoir quelque chose qui est limité. C'est comme quelqu'un, j'en sais un, qui a une maladie, qui prend du poids. Bon, peut-être il peut manger des haricots verts. Mais si tu règles pas l'origine, il va en manger beaucoup et peut-être que ça va un peu limiter la casse, mais ça n'aura pas un vrai impact. Donc des cas comme ça, oui. Sinon, sur des cas où c'est juste du comportement, non. Il y en a qui peuvent demander un peu plus de travail, un peu plus d'étapes que d'autres, bien évidemment. Mais sinon, non, il n'y a pas de. Pour moi, il n'y a Oui. pas de cas irrécupérable. Même je trouve les handicaps, que le fait que ton chien ait un handicap, c'est pas encore assez vu. Tu vois, moi, je vois un chien qui a un handicap, un trop haut taux de consanguinité ou d'autres handicaps, voilà. Je suis capable de le voir. Du coup, après, c'est la gestion de l'environnement. C'est comme avoir un enfant handicapé, c'est différent. Donc, il y a des troubles émotionnels et des troubles en fait de la gestion des émotions. Mais c'est pas assez vu. Et comme le fait de conseiller d'aller voir un vétérinaire par l'éducateur, je trouve que c'est pas assez fait également. Ça devrait être beaucoup plus poussé parce que des fois c'est de la douleur, des fois c'est comme tu dis un problème de thyroïde, un problème en fait beaucoup plus poussé. Et je pense que c'est essentiel de passer par là. Ok. Tac. Est-ce que tu pourrais m'en dire un peu plus sur ton accompagnement vis-à-vis des éducateurs canins? Ça fait combien de temps que tu as développé cette formation? Et comment tu les accompagnes? Qu'est-ce que tu attends d'eux? Et quel est-ce que tu veux vraiment leur apporter comme connaissance? Qu'est-ce qui est pour toi essentiel à leur apporter pour qu'ils puissent évoluer en tant qu'éducateur canin? Et on a lancé ça il y a un peu plus d'un an. Ouais, un peu plus d'un an, un an et demi à peu près. C'est un accompagnement où on les forme de A à Z, donc pour ceux qui débutent des zéros, à développer leur activité et à développer leurs compétences et leurs connaissances. Donc en fait, ils ont accès à une plateforme vidéo où ils sont en immersion avec moi en conditions réelles sur tout type de cas, de la crainte, de l'agressivité, l'anxiété de séparation, bref, tout type de cas. Ils voient vraiment tout le protocole et tout le processus. Ils ont ensuite des sessions de stage terrain. Le nombre et la fréquence varient selon les accompagnements. Et ils ont surtout un accès à des coachings en illimité, à un WhatsApp en illimité, pour que justement ils puissent me faire des retours sur ce qu'ils mettent en place, parce qu'en fait je leur apprends à commencer à pratiquer rapidement sur des cas qu'on va dire gratuits, ça veut dire des proches, voisinage, cousins, bref, peu importe, ou même des cas gratuits sur des groupes de balade, où en fait ils vont réaliser des premiers bilans comportementaux, mettre en place des premières structures de séance. On va valider à chaque fois leur structure de séance, qu'ils mettent en place, etc. Et le but des stages, c'est qu'à chaque fois, ils viennent chercher de l'info en plus pour progresser. Donc ça, c'est le premier accompagnement qu'on fait. Et surtout, on a un gros focus sur le fait qu'ils développent leur activité derrière, c'est-à-dire que je les accompagne jusqu'à temps qu'ils lancent
leur activité et qu'ils puissent en vivre parce que dans l'éducation canine, beaucoup de formations disent te former pour éduquer ou rééduquer les chiens, même si encore une fois là-dessus il y a tout, et tout est son contraire et tout est n'importe quoi, bref on dit comme on veut. Maintenant il n'y en a pas beaucoup qui selon moi t'apprennent à vraiment développer une activité et qu'il y a quand même beaucoup d'éducateurs canins qui n'en vivent pas réellement, parce que souvent on se dit j'aime les chiens, cool, je vais en vivre. Ouais, mais sauf que quand tu fais tes courses et que les impôts ils viennent toquer à la porte, en fait tu peux pas dire écoute je suis éducateur canin donc mes courses je les paye pas puisque j'ai un métier passion et c'est pas comme ça que ça marche. Donc ça, et après j'ai aussi d'autres accompagnements, un autre accompagnement où j'aide des éducateurs canins qui sont déjà en activité à développer leur activité, que ce soit leur présence sur les réseaux sociaux, que ce soit à bien pricer, bien tarifier, à aller acquérir des clients, bref, et à pouvoir, encore une fois, progresser sur leurs compétences, puisque la base c'est la compétence qui permet derrière de pouvoir aussi en vivre et faire figure d'autorité dans son secteur. Du coup, si tu devais donner un conseil à un éducateur qui démarre aujourd'hui, ça serait quoi? Forme-toi, forcément, la cassette ne suffit pas. Ouais, c'est clair. Voilà, ça c'est quelque chose qui est déjà important. Et forme-toi auprès de personnes qui non seulement te paraissent crédibles sur les méthodes et sur le discours, bien évidemment, il faut que ce soit quelque chose en accord avec toi, et forme-toi, si ton objectif c'est d'en vivre, si c'est d'aller en refuge, c'est complètement ok, et là c'est différent, mais si ton objectif c'est d'en vivre et c'est de te reconvertir réellement, forme-toi auprès de quelqu'un qui a les résultats que tu veux avoir. Okay, il y a beaucoup de professionnels qui vont t'apprendre à développer une activité, ils n'ont pas vraiment développé, ou ils sont pas vraiment où ils sont plus sur le terrain. Tu as aussi plein de formateurs qui sont plus du tout sur le terrain, et donc leur modèle économique, c'est pas d'avoir des particuliers, mais c'est d'avoir des professionnels qui viennent se former. Donc pour moi, ce serait quand même important d'avoir quelqu'un qui est encore ancré, qui fait encore du terrain, et qui est encore à jour des méthodes, et qui pratique encore réellement. Ok. Et comment tu vois le monde canin dans 10 ans, 20 ans? Est-ce que tu vois des changements, des améliorations, des nouveaux services? Alors, j'ai peur qu'on dérive beaucoup plus encore, même si la loi elle est bien, mais il peut y avoir des choses qui peuvent être toujours discutées, discutables avec ce qui change. J'ai peur qu'on soit de plus en plus restreint, bloqué en France sur certaines méthodes, sur certaines choses, et qu'on soit de plus en plus pour le bien-être animal, au détriment du bien-être animal Hmm. finalement, parce que si on ne peut plus interdire certains comportements, etc., comme ça commence à être le cas un petit peu en Suisse, moi j'ai pas mal dessus sur l'accompagnement, c'est quand même assez chaud aussi ce qui se passe là-bas, en termes de tout est interdit quasiment, ils se dénoncent les uns les autres selon les endroits, bref c'est des trucs que je peux avoir. En fait c'est un peu la dérive qui peut me faire peur, et je pense qu'à un moment donné, puisqu'il y a de plus en plus d'éducs ou de personnes qui se lancent, c'est un marché qui risque, à un bout d'un moment, d'être saturé. Pas forcément. Je pense que les bons tireront toujours leur épingle du jeu parce qu'il y a de la demande et qu'il n'y a jamais eu autant de demandes que là, parce qu'il n'y a jamais eu autant de personnes qui sont dans la démarche de vouloir éduquer leurs chiens. Ça, c'est quelque chose dont on doit avoir vraiment conscience. Mais je pense que comme c'est quand même quelque chose qui est à la mode, les personnes qui ne se formeront pas correctement risquent de pouvoir galérer et en vivre. Et qu'il n'y en a pas beaucoup. Il y en aura quelques-uns qui tireront vraiment leur épingle du jeu, mais pour moi, pas une grosse majorité, parce qu'à un moment donné, tout le monde ne peut pas être sur un marché. Oui, mais je pense du coup qu'il y a une sélection naturelle qui va se faire et qui est peut-être bénéfique. C'est-à-dire que ceux qui font mal leur boulot, que ce soit sur le chien, que ce soit sur les clients, que ce soit sur le respect de l'animal, ils vont totalement disparaître parce que tout simplement, ils auront plus de clients pour en vivre. Et je trouve ça en fait intéressant. Ok. Et, si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu changerais aujourd'hui principalement sur le monde actuel, c'est-à-dire que ce soit sur l'humain, que ce soit sur le chien, que ce soit sur la politique, que ce soit sur ce que tu veux. Une chose que tu voudrais changer. De manière générale, tu ne me parles pas Ouais, dans de le manière chien. générale, en fait, là, t'as une petite baguette magique, tu te dis, ça, en fait, je le change parce que je veux plus le voir, en fait, ou je crée quelque chose qui me paraît essentiel. Très compliqué parce qu'il y a tellement de choses. Je pense que ce que j'amplifie, je parle en France, on va rester en France, et forcément la politique impacte notre quotidien plus ou moins. On va remettre tout sur leur dos non plus. Je pense que je continue et que je favorise
D'autant plus les personnes qui se lancent, qui développent leur activité. Je pense qu'aujourd'hui, la France, on est trop dans des débats trop politiques, la France, il y a quand même une politique qui est que globalement, on fait tout pour que tu restes dans le pays, on fait tout pour que tu restes dans le système. Et moi, j'aurais vraiment un gros basculement sur le fait d'encourager à lancer des activités, à investir, à consommer dans le pays, puisqu'en fait, pour relancer l'économie, toi on en parle parce que Bayrou, etc., il y a des choses qui vont venir là. Pour moi, ce n'est pas des plans d'austérité qu'il faudrait, c'est faire comme ce qu'ils ont pu faire au Japon notamment, qui est d'investir massivement pour pouvoir, ou limite baisser les impôts, ce qui permet que les gens vont réinvestir dans l'économie, que ça va recréer des emplois, redévelopper des business, etc. Donc en fait, j'aurai beaucoup moins de lourdeur administrative et je bloquerai beaucoup moins soit les entreprises, soit les particuliers pour pouvoir se lancer ou investir et pour pouvoir redévelopper le pays parce qu'en fait, tout part de là et je pense que ce soit dans le chien ou dans le reste, tout est lié à ça et de manière générale. Ouais, je suis d'accord. Aujourd'hui, politiquement, c'est catastrophique. Et je vais pas partir là-dessus, mais ceux qui me connaissent et qui sont dans ma communauté vont comprendre pourquoi je dis ça. Du coup, quelle place devrait avoir le chien dans la société d'aujourd'hui? Parce qu'il y en a qui parlent que le chien doit rester à sa place de chien, c'est-à-dire vraiment en fait en retrait. Il y en a qui parlent que le chien doit être intégré totalement à la famille. Toi, qu'est-ce que tu penses de ça? Non, pour moi, c'est bien de l'intégrer à la famille. Je pense que si on prend un chien, c'est pour pouvoir partager avec. C'est donc il faut l'intégrer à la famille. Je pense pas que le statut du chien dans les années 80 était le meilleur, honnêtement, ni pour lui ni pour nous. Maintenant, l'intégrer dans la famille veut pas dire le traiter comme un enfant et l'infantiliser et ne pas mettre de cadre, etc. Faut pas oublier que le chien, ça reste un animal avec des instincts et des besoins qui lui sont propres et qu'il ne faut pas être à l'extrême. Toi, aux États-Unis, j'ai vu, je ne sais pas si tu en as entendu parler, et je suis persuadé que ça deviendra en France dans 10-20 ans, que maintenant au resto, il y a des plats du jour pour chiens, etc. à fond. Et peut-être qu'en France, il y a déjà, mais il y a des. Voilà, ça, il y en a de plus en plus. Et je ne sais pas que c'est pas bien, mais on tombe peut-être sur des trucs des fois un peu extrêmes dans C'est certaines situations. ça. C'est un petit peu anthropomorphique, quoi, hein. Mais ok. On va faire un petit jeu du coup. Le meilleur et le pire. Tout simplement, je te donne un thème et tu me donnes le meilleur et le pire de ce thème. Le meilleur et le pire éducateur canin. Alors, t'es pas obligé de dire le pire si tu veux. Faut que je donne des noms. Ah, tu donnes ou des noms ou tu donnes une mouvance si tu veux. Tu donnes une Ouais. mouvance si tu veux pas donner des noms. Bah, le meilleur, tu peux le donner, mais peut-être pas le pire. Je les ai pas tous faits, donc c'est difficile de dire le meilleur, mais je vais donner effectivement des mouvances, parce que si je dis le pire, je vais pas me faire. Et en plus, je les connais pas tous. Bien sûr. Pour moi, le meilleur, c'est quelqu'un qui sait se remettre en cause, se former en permanence et qui n'est pas dans sa tête celui qui a déjà tout vu, tout connu et qui sait déjà tout. Celui qui arrête de se former parce que dans sa tête, il a suffisamment d'expérience, suffisamment de chiens, bah malheureusement, c'est pour moi pas le, c'est pas le bon. Donc pour moi, le meilleur, c'est celui-là, c'est celui qui est humble, qui sait se remettre en cause, qui sait aussi adapter ses méthodes selon le contexte et la situation. Et le pire, celui qui est enfermé dans une méthode quelle qu'elle soit. De dire, Je soit suis moi d'accord. c'est, je sais rien, que du positif, que du coercitif, il y a un protocole et c'est toujours le même, je pense que c'est ça le meilleur et le pire. Et le pire, sûrement, il ne prend pas en compte non plus le client, c'est-à-dire lui, il veut avoir affaire qu'au chien, il agit que sur le chien et il n'intègre pas le propriétaire de chien qui est la clé en fait. Ok, super. Le pire et le meilleur outil d'éducation. Le meilleur outil d'éducation, le jeu. Pour moi, le jeu, parce que extrêmement puissant pour créer du lien, de la complicité avec un chien. Donc, c'est pour moi encore plus puissant que la friandise. Et le pire outil, je dirais tout ce qui va être coercitif. J'hésite entre l'électrique et le torcatus. Ouais, je suis d'accord. Alors, là c'est pareil, le pire et le meilleur, race de chien entre guillemets, tu peux donner en fait un groupe, et c'est peut-être pas forcément le pire, mais celle que tu préfères le moins ou que Ouais. t'as moins envie de travailler quoi. Ça va être très subjectif, parce que là, ça va dépendre de plein de personnes, bien évidemment. Pour moi, le meilleur, là où tu peux le plus t'éclater, chien de berger. Parce que ils sont faits pour travailler, donc c'est comme si tu me demandes la meilleure voiture, bah, voiture de sport Ferrari, tu peux rouler avec. Donc voilà, chien de berger. Et pire,
Moi, je suis moins fan du chien de compagnie de manière générale parce que je trouve que t'as pas forcément la même relation et que tu peux pas aller pousser autant les choses. Tu peux avoir, attention, hein, tu peux avoir un carlin qui est ultra obéissant par exemple, mais c'est pas tout à fait exactement la même chose. Donc voilà, après, ça va dépendre. Si tu me demandes pour ma grand-mère, chien de compagnie tous les jours, tu vois. Si tu me Ouais, bien demandes sûr. pour quelqu'un qui veut faire du trail et du vélo tous les jours, chien sportif, bien évidemment. Ok, super. Le pire et le meilleur conseil qu'on t'a donné. Je vais tourner pas mal autour de ça, mais et c'est en plus quelque chose dont j'ai parlé tout à l'heure. Le meilleur conseil, je pense, que si tu as une méthode qui marche et qui fonctionne, reste là-dessus. Même si on te dit sur ce chien ou le protocole normal il est celui-là, si jamais tu as vu qu'il y a quelque chose qui marche sur un chien, ne change pas. Ça, pour moi, c'est sûrement la meilleure chose et le meilleur conseil. Et le pire conseil qu'on m'ait donné, c'est de ne pas utiliser certaines méthodes. C'est de dire, bah non, ça, utilise pas la cage ou utilise pas la saccade comme sanction ou utilise pas telle ou telle chose. Parce qu'en fait, il faut vraiment pouvoir s'adapter. Je précise, hein, saccade, c'est pas éclater le chien. Okay, ça peut être juste des petits, voilà, juste faire décrocher un chien, un petit mouvement avec la laisse. C'est pas l'éclater au sol, c'est pas ça que je dis. Mais c'est de pas être enfermé. Enfin, la pire chose, c'est voilà, c'est de dire n'utilise pas du tout ça parce que peut-être que sur ce chien-là, tu vas utiliser un truc qui est peut-être pas incroyable au début. On aurait préféré travailler que sur de la friandise ou de l'évitement, mais qui au final va permettre de faire évoluer ce chien-là et que derrière les gens, ils vont retrouver de la sérénité, du contrôle, du confort et garder le chien. Bien sûr, et des fois, ça ajoute de la compréhension. C'est pas une saccade pour dire de faire une saccade, c'est que des fois, ça permet de gagner en productivité et d'ajouter de la compréhension. Le pire est la meilleure activité avec son chien. La meilleure activité, l'agility, moi je pense que c'est un truc qui est assez fou quand même, qu'on peut faire. Parce qu'en fait, ça crée du lien et c'est dans le domaine sport, encore une fois. Mouvement, tu peux faire du main training, machin truc, etc. Ça peut être top aussi. Mais agility est la pire activité. Difficile d'en citer une. Difficile d'en citer une en termes d'activité. Hum, J'en vois pas comme ça. Joker. Hmm. Tant que c'est bien fait, en fait, Tant que c'est bien fait, tant que ça convient au binôme, j'ai envie de dire. je suis d'accord. Totalement d'accord. Alors là, c'est pareil, t'es pas obligé de répondre. Le pire est le meilleur client. Alors, on peut dire type de client, hein. Ouais, je vais pas donner un nom. Ah non, pas non, Bien mais évidemment. faudrait pas qu'ils se reconnaissent. Le meilleur client, celui qui applique ce que tu lui dis, qui a pas d'ego et qui est capable de remettre en question, remettre en cause les croyances ou les pensées qu'il peut avoir. Mm, Donc celui qui va appliquer. Et le pire client, bah, l'opposé, logiquement, vu que c'est les contraires. Le pire client, celui qui sait déjà mieux que toi, celui qui a des croyances et celui bah, qui n'applique pas ce que tu lui dis de faire. Moi, je dirais même sur le meilleur, je dirais même qui est capable aussi de remettre en question ce que toi tu lui as dit, tu vois. Et d'être capable de se dire que il faut pas le généraliser tout le temps, parce que des fois ceux qui appliquent trop, qui sont trop cartésiens, après c'est pareil, ça fonctionne pas parce qu'ils appliquent tout le temps. Oui. Tu leur as dit ça, alors ils appliquent ça dans Mm. toutes les situations sans se poser de questions. Je trouve que la personne qui reçoit le message, qui arrive à la digérer, à la comprendre de sa manière à elle et à l'adapter en fait à toutes les situations, là ça devient en fait vraiment fou parce que là il y a la productivité à fond. Mais bon, ça c'est mon sentiment à moi. Ouais, mais et c'est réel. Mais cette personne-là, il faut qu'elle passe déjà par des étapes sur les premières séances où vraiment elle va appliquer et comprendre le protocole pour après avoir la capacité de sortir du cadre. Tu vois, pour moi, c'est Mm, en mm, mm. maîtrisant le cadre, comme nous, je pense, quand on a été formé, parce qu'on a respecté un cadre qu'on a su ensuite en Je suis sortir. d'accord, je suis d'accord. Et je pense que pour le formateur, le plus important, c'est de démontrer. Parce que faire du blabla, en fait, c'est facile, mais quand on démontre d'un seul coup, la personne change, comprend qu'on dit pas n'importe quoi, et que ça marche, et d'un seul coup, là, on a une confiance, on a un lien qui se crée, et là, on peut évoluer, avancer beaucoup plus facilement, parce que tout simplement, ça fonctionne. Euh, le pire ou le meilleur moment dans tes sessions d'éducation? Bah, le meilleur moment, en fait, quand les clients, on limite les larmes aux yeux, ou les propriétaires de chiens plutôt, j'aime mieux ce terme, on limite les larmes aux yeux parce qu'ils arrivent à faire avec leur chien quelque chose qui pour eux était impossible. Il y en a, ça peut être aller croiser des chiens, il y en a, ça peut être le détacher alors qu'ils pensaient que vu que c'est
telle race c'était pas possible ou qu'elle a eu tel passé, donc ça c'est le meilleur moment. Et le pire moment, je sais pas, quand des personnes pensent, et c'est même pas forcément des gens qu'on accompagne, mais qu'on peut avoir des personnes en appel qui pensent, parce qu'ils ont vu un, deux, trois professionnels, ou un vétérinaire, ou un voisin, ou peu importe, qui leur a dit que le chien, on pouvait rien en faire, que c'était la race, que c'était l'âge, que ça allait passer avec le temps, parce que tu sais que ces personnes-là, elles sont dans une impasse, et que malheureusement, ce sera très compliqué de les en sortir. Ouais, je suis d'accord. Le pire et le meilleur, bon, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais le signal canin, quel signal est pour toi le plus beau, celui qu'il faut le plus écouter, respecter, comprendre, et le pire? Très compliqué, parce que c'est quand même une posture générale. Et pas un signal. Maintenant, si je dois me respecter le cadre hein, du jeu, parce qu'on va Mhm. essayer de respecter le cadre, je sais pas, le meilleur à respecter peut-être, j'aurais tendance à dire que ça peut être ouais, le regard du chien. Et si j'ai un chien qui est fixe, qui est dans de l'évitement, je pense que c'est quelque chose qui est important à prendre en compte. Et le pire à analyser, c'est la queue qui remue, je dirais, puisque souvent, en fait, c'est mal interprété. On pense que qui dit chien qui a la queue qui remue, c'est bon. Et alors qu'un chien qui a la queue qui remue, c'est une libération d'excitation, et qu'un chien il peut remuer la queue puis charger. Donc, je pense par rapport à voilà, Oui, c'est intéressant, c'est ça. Et on va finir par le pire et le meilleur moment de carrière. le pire et le meilleur moment de carrière. Le meilleur, je, je dirais, parce qu'il est quand même symbolique, le premier cas d'agressivité que tu rééduques et le premier chien qui est muselé et que tu arrives à détacher en présence d'autres chiens. Donc ça, je pense que c'est assez incroyable. Et le pire, Bah, j'en ai pas l'inverse. eu forcément. L'inverse. J'en ai pas qui me marque. Ouais, j'en ai pas forcément qui me marque. Le pire, je sais pas, je te dirais une bagarre sur un cours collectif où deux chiens se chopent et les deux derrière se renvoient la balle et c'est la faute de l'autre. Oui, bien sûr. Peut-être c'est celui-là le pire. Maintenant, c'est des choses qui peuvent arriver. C'est pas notamment des choses qui m'ont traumatisé plus que ça. Ok, super. Ben, je te dis un grand merci parce que tu as donné ton expertise sans filtre et on voit que tu es expert de ton travail, de ta passion. Et je te remercie d'avoir passé ce moment, d'avoir donné l'opportunité aux gens de t'écouter et d'en apprendre un peu plus sur le monde canin. Donc merci beaucoup à toi. Merci Gaëtan, merci pour la qualité de l'échange. Et Voilà, et on se dit à bientôt. à Salut! bientôt. Salut Gaëtan.